C'est déjà bientôt la fin des vacances et dès la semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Paul et toute l'équipe de Power Boost. En attendant, bienvenue dans ce troisième et dernier épisode des best-of de l'été 2018. Cette semaine, on va se pencher sur 3 problèmes graves que peuvent rencontrer au cours de leur vie les agriculteurs. Qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine, les coups durs ne sont jamais faciles à avaler et comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Dans ce best-of, nous revenons sur 3 fléaux qui menacent les agriculteurs. Mais juste avant ça, on vous a quand même préparé quelques news. Vous étiez à la plage en ce mois d'août et vous avez perdu de vue les actualités machinisme ? Pas de soucis, Power Boost a veillé en votre absence et notre équipe a bien noté que Claas a déjà débuté les grandes manœuvres pour la rentrée. Et avec une belle surprise puisque c'est tout simplement la 3e génération de moissonneuses-batteuses Tucano qui a été annoncée. Au menu, un nouveau terminal C-bis, une gamme de produits élargie et une compensation de dévers en option. Les Tucano sont désormais équipés également des systèmes d'aide à la conduite Auto-Crop Flow pour le contrôle du flux de récolte et Auto-Slop pour la régulation du régime de ventilateur, ainsi que de trémies d'une capacité jusqu'à 11 000 litres. Parallèlement, Claas présente 4 nouvelles barres de coupe à tapis baptisées Convio et Convioflex de 10,8 mètres ou 12,3 mètres chacune. Les nouvelles Convio sont équipées de 3 tapis, 2 latéraux qui convergent sur le tapis central. Destinées aux moissonneuses-batteuses de la gamme Lexion, les nouvelles barres de coupe permettent également d'améliorer l'alimentation de la moissonneuse-batteuse tout en réduisant le bruit perçu en cabine grâce au tapis. Enfin, la nouvelle presse à balles rondes Roland 540 arrive sur le marché avec de nouveaux rouleaux et un châssis renforcé. Elle est dotée d'une chambre fixe et d'un système de liage mixte filet ou film. Son nouveau système d'entraînement et sa grande facilité d'entretien lui permettent d'afficher un niveau de performance optimal. C'est Thomas Hobbes qui le dit, l'homme est un loup pour l'homme et ce n'est pas cet agriculteur qui dira le contraire. Habitué à se protéger des prédateurs, des maladies, des intempéries, l'agriculteur d'aujourd'hui doit maintenant aussi penser à se protéger des voleurs. Histoire en images. Stéphane Fautra, bonjour. Bonjour. Le 25 janvier dernier, vous avez eu une vraie galère, racontez-moi. Écoutez, j'ai eu un appel d'un agriculteur voisin de la commune dès le lendemain matin, me disant qu'il avait eu des tentatives d'infraction dans son exploitation agricole, qu'un autre agriculteur avait été visité. Et me demandant si j'avais eu cette problématique. Donc je me suis précipité au hangar agricole de la ferme où nous avions 2 tracteurs de notre groupe qui étaient en stationnement pour vérifier ce qui se passait, si s'était passé quelque chose. Et c'est là où j'ai découvert que les équipements GPS des 2 tracteurs avaient été volés, démontés. Voilà, donc c'est un fait nouveau pour nous dans notre exploitation agricole, mais dont on entend parler beaucoup dans le secteur. Voici quelques chiffres que nous avons obtenus auprès des forces de l'ordre. En 2015, nous comptabilisions 301 vols de tracteurs, 271 en 2016 et 326 en 2017. Les régions les plus touchées sont le centre Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l'Occitanie et plus particulièrement le Gard. Pour ce qui est des vols de GPS agricoles, nous comptabilisions qu'un seul fait en 2015, 46 en 2016 et jusque 190 en 2017 pour une valeur estimée à 2 millions d'euros seulement sur l'année 2017. Cela représente une évolution de 19 000%. 90% de ces matériels de traçabilité volés sont issus de la marque américaine John Deere. Les régions les plus touchées sont les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire ainsi que le Grand Est. Mais êtes-vous sûr pour autant que c'était les matériels GPS qui étaient ciblés ? Ah oui, ça j'en suis absolument certain, par le mode opératoire. Bon, déjà il faut que je dise que le hangar est un petit peu à l'extérieur du village, il pleut, il fait très mauvais, il n'y a pas d'éclairage et l'accès est quand même
un petit peu difficile. Il faut rentrer par un chemin qui fait plus de 100 mètres. Donc il faut quand même savoir que c'est là et vraiment savoir où on va. Bon. 2 tracteurs sont sous ce hangar. Un New Holland T7 245, un New Holland aussi T7 210, qui sont équipés de matériel GPS de la marque Trimble. Les opérateurs sont rentrés par le haillon arrière en dégageant avec un petit morceau de fer le joint, la poignée qui sert à fermer le carreau de l'intérieur, en l'ouvrant, en pénétrant dans le tracteur, s'installant sur le siège et en démontant les écrans ou le matériel qui est soit dans la coudoir, soit d'une manière compacte pour le T7 245. Je pense que cette opération ne doit pas durer ou demander plus de 15 minutes et les opérateurs sont ressortis par la porte qui était certes fermée à clé, les clés rangées à un endroit, puisque de l'intérieur on peut ouvrir et il y avait un certain nombre d'équipements autour, boîte à outils quand même avec des clés et tout, qui sont restés. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est bien le matériel GPS qui est de marque Trimble qui a été visé. Et aussi à l'extérieur ont été prises les antennes de toit qui sont nécessaires pour faire fonctionner le matériel. Donc oui, le matériel GPS de conduite du tracteur. On ne vous parle pas souvent de la pluie et du beau temps, mais pourtant c'est une donnée qui, encore pour quelque temps, reste incontrôlable et pas toujours facile à anticiper. Hors de tous les métiers au monde, l'agriculture est sans doute celui qui est le plus impacté par le temps qu'il fait. Inutile de préciser donc que quand le ciel se met en colère, les agriculteurs sont aux premières loges. Bonjour Christophe. Bonjour Paul, ça va et vous? Très heureux de découvrir un peu votre région. Donc l'an passé ça a été inondé pendant longtemps, racontez-moi un peu. Oui, ça a été inondé pendant plus d'un mois. Christophe fait partie des agriculteurs qui ont été touchés de plein fouet par les inondations catastrophiques de 2016. On est dans le Gâtinais français, on est à Chevannes, dans l'Essonne. Et donc moi je suis agriculteur sur de la grande culture, sur 175 hectares. Et donc culture principale blé, betterave, colza, et puis orge de printemps, et puis aussi de la luzerne désormais. Les inondations ont bien sûr eu un fort impact sur la production de Christophe. Ça a été des rendements catastrophiques. En blé, ça s'est approché des 30 quintaux alors qu'en moyenne quinquennale, on est plutôt sur 85 quintaux dans la région, en bonne parcelle. Et en betterave, c'était une catastrophe aussi, puisque des betteraves qui ont été inondées, c'est des betteraves qui ne poussent plus. Une situation récurrente due notamment à plusieurs facteurs topographiques. Il n'y a aucune jonction avec le cours d'eau le plus proche qui est l'Essonne. En fait, il n'y a pas d'exutoire. C'est même la sécurité civile qui est venue pour étudier les cours de niveau, etc. et qui n'a pas trouvé non plus de solution. En 2016, les inondations ont représenté 4 milliards d'euros de pertes pour les agriculteurs. 75% du territoire s'est trouvé touché. En moyenne, cela représente une baisse du chiffre d'affaires de 50 à 70% et une chute de 0,15% du PIB. Alors on a la chance d'avoir un potentiel de terre qui est quand même assez intéressant, qui est très variable suivant la région, mais on arrive à vivre des années en fait comme on a en ce moment difficilement. Si la région a toujours connu des problèmes similaires, la situation a empiré avec le temps, à cause des changements climatiques bien sûr, mais aussi de l'oubli de certaines pratiques ancestrales. Auparavant, en fait, déjà, les anciens entretenaient les fossés comme ça. Tous les ans, mon papa me disait que mon grand-père payait quelqu'un en fait, qui faisait un fer de bêche tous les ans pour permettre d'écouler l'eau. Une situation qui pourrait ne pas s'améliorer. Les quelques travaux entrepris par les syndicats au niveau des mares exutoires risquent en effet de ne pas suffire à contenir les prochaines pluies. Cette année, on a quand même eu beaucoup d'eau depuis le mois de septembre. Mais bon, c'est vrai que c'est une inquiétude. Et puis quand on a vécu ça, on n'a pas envie de le revivre tout de suite. Heureusement, Christophe a eu la bonne idée de souscrire à une assurance qui a su faire preuve de réactivité lors des événements et sans mauvais jeu de mots, lui faire sortir la tête de l'eau. C'est vrai que je peux remercier mon assureur parce que c'est vrai que ils ont su réagir rapidement, développer des enveloppes en fait de précaires en fait qui ont permis de faire des travaux.
Pourtant, beaucoup de producteurs préfèrent encore assumer eux-mêmes les coups durs, sans forcément mesurer l'ampleur des risques qu'ils prennent. Concernant les risques d'inondation, un autre facteur majeur à prendre en compte est l'urbanisation. L'urbanisation qui ramène des surfaces étanches, de la terre absorbe de l'eau, que du béton la laisse ruisseler, quoi. L'urbanisation progresse à grande vitesse. En 1960, 63% des Français étaient des citadins contre 80% en 2016. En 2007, les villes occupaient 16% du territoire contre 22% en 2016, soit une surface de 119 000 km². Les zones urbaines étanches empêchent l'évacuation de l'eau et réduisent les surfaces disponibles pour de potentielles mares exutoires. En plus de cela, elles sont souvent traitées en priorité en cas de catastrophe climatique. Bon, même si la sécurité civile était venue à l'époque, la priorité c'était de pas inonder des gens encore un petit peu plus sur des communes comme Balancourt-sur-Essonne qui sont proches des cours d'eau et qui eux ont été vraiment touchés. Bien sûr, nous ne sommes pas exhaustifs et il existe de nombreux autres problèmes que rencontrent régulièrement les agriculteurs. Mais le monde agricole rencontre également des problèmes de l'intérieur et pour certains, le plus important d'entre eux reste avant tout l'individualisme et l'absence d'entraide. On le sait, les relations entre voisins ne sont pas toujours roses et cela n'aide pas à passer les caps difficiles. Nicolas, pour finir, s'il y a un point qui vous énerve, ça serait lequel? Un point, c'est pas suffisant, Jean-Paul. Écoutez, j'en verrai deux. Premièrement, le plus dommageable à la profession, c'est l'individualisme forcené que je qualifierais de suicidaire, soit entre les relations d'agriculteurs et les relations économiques aussi. Je crois qu'on voit que la grande distribution, on voit que les grands opérateurs mondiaux se concentrent et nous, on continue à se diviser. C'est pas mal. Pour tomber, il n'y a pas mieux. Puis deuxième point, moi, qui m'inquiète, non seulement pour moi, mais je vois pour mes enfants aussi, c'est tout simplement l'artificialisation des terres agricoles qui est irraisonnée en France. Et on sent bien que l'agriculture ne pèse pas lourd quant à des projets, somme toute, économiquement fumeux, je crois, tout simplement. Alors je pense que l'agriculture, ce soit la richesse de demain, d'après-demain, et un futur incroyable avec l'agri-environnement, environnement, vous l'appelez ça comme vous voudrez, mais je pense que l'avenir est là. Et l'avenir aussi, c'est que les agriculteurs soient un peu plus unis, tout simplement, parce qu'il y a des défis inouïs en face de nous, des défis économiques, une mondialisation qui est quand même sévère, violente, et là, je comprends pas pourquoi les agriculteurs, tout simplement, c'est sans doute les crises à succession, les crises économiques, qui font que le divise et ne rassemble pas. Je crois que la pauvreté, ça n'a jamais uni personne. Et là, je crois que c'est ce cercle vicieux qu'il faut impérativement briser pour remettre un cercle vertueux qui est quand même, il faut un minimum d'organisation économique et un minimum d'entraide, tout simplement pour passer les mauvais caps historiques que nous avons en face de nous.